Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Marc Wormser, le directeur général de la banque Wormser Frères, qui a pour ambition de devenir un acteur de référence de la finance durable. Notre débat, il portera sur le déploiement de panneaux photovoltaïques dans les villes, comment accélérer, quelles solutions, quelle réglementation, réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Plastic at Sea et ses solutions pour tester la biodégradabilité et la toxicité des plastiques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Marc Wormser, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la banque Wormser Frères. Vous co-animez également depuis 2 ans un podcast qui est intitulé Enquête d'impact. On en dira un mot. Quand vous avez rejoint la banque familiale, je crois que c'était en 2011, peu après vos études, est-ce que la finance durable, ça existait déjà dans la banque, mais même en général, est-ce que c'était des mots qu'on employait ? Alors, il y a des choses qui existaient déjà, tout ce qui était ESG, ISR, donc la prise en compte des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, ça commence à exister. Le label d'investissement socialement responsable, donc ISR, existait aussi, mais ça restait quand même plutôt des niches et qui étaient peu ou pas traitées au niveau de la banque pour l'instant. Et dans vos études de commerce, ces enjeux de climat, de biodiversité, est-ce que vous en avez parlé une seule fois ? Non, et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette puisque ça aurait pu être intéressant. C'est de plus en plus pris en compte et je pense que c'est un axe majeur pour améliorer les choses, c'est d'avoir plus d'éléments, notamment sur la finance durable dans les écoles de commerce, et c'est un mouvement qui est assez fort en ce moment. Oui, effectivement, dont on a déjà parlé ici. On va parler d'aujourd'hui maintenant. Vous avez structuré la démarche RSE de la banque. Comment ? Avec quels axes, quelle stratégie ? Alors, ça a été un chemin plutôt au long cours. On a commencé dans les années 2014, donc quelques années après mon arrivée, à commencer à faire investir nos clients dans des startups à impact. Donc là, l'impact, c'est encore autre chose que l'ESG et l'ISR. Donc, c'est l'idée d'aller trouver des entreprises dont la mission est d'avoir un impact positif sur les enjeux sociétaux, environnementaux. Et donc, on a commencé à faire investir nos clients dans les startups à impact. C'était assez intéressant. Après, on a eu de plus en plus de demandes clients où on a justement pris en compte et structuré notre démarche pour prendre en compte les critères d'environnement, sociaux, de gouvernance. Et là, on s'est rendu compte que c'était intéressant de prendre en compte ces critères ESG, mais c'était plutôt une vision de risque, en disant, c'est vrai que s'ils ne prennent pas en compte ces critères-là, ça pourrait avoir un risque sur la performance. Mais certains clients voulaient aller plus loin et donc s'assurer que leur épargne avait un impact positif. Donc, avec une volonté à la fois en interne et une volonté de certains clients, on a construit un mandat durable sur la partie côté. Et une fois qu'on avait fait ça, on avait pas mal d'initiatives qu'on avait prises. Mais pour autant, ce qui nous manquait, c'était un cadre commun de développement. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place il y a 2-3 ans maintenant, avec une première partie qui est un diagnostic, où on a dit où est-ce qu'on en est sur notre politique ESG, RSE. On a fait un bilan carbone, ce qui est assez intéressant. Un bilan carbone d'une banque, c'est le bilan, ça dépend quel scope on va chercher. Si on est dans les scopes 1 et 2, c'est facile. Si on va vers le scope 3, c'est plus compliqué. Le 98% de notre bilan carbone, c'est le scope 3. Donc c'est vos clients, c'est là où vous investissez, comment vous utilisez votre argent. Exactement. Ça, en fait, donc c'est les crédits, donc comment on utilise les dépôts pour faire simple, pour les prêter. Et puis, vu qu'on place l'argent de nos clients, c'est aussi l'épargne de nos clients, comment on l'investit. On en est sorti avec un plan global et surtout ce qui est intéressant, et c'est ma conviction, c'est que pour que la finance durable soit crédible, on a besoin que les acteurs financiers aient des démarches vraiment globales et holistiques, qui ne soient pas... parce qu'on a un certain nombre de grands acteurs qui sont leaders en termes de montant sur les investissements impact, mais qui vont avoir, sur d'autres activités, être leaders sur de l'extraction fossile, sur d'autres sujets. C'est vrai que ce qui est intéressant, et c'est là où justement on peut avoir de la crédibilité, c'est si on prend en compte les critères ESG et d'impact sur la totalité des activités, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, donc c'est pas seulement quelques produits phares. Exactement. D'accord, qui permettent d'attirer aussi un peu la lumière médiatique et de faire de la communication. Donc ça passe notamment par un nouveau fonds qui est Venture Loan 2. C'est quoi les caractéristiques ? Qu'est-ce que vous allez en faire de ce fonds ?
Alors, le venture loan, c'est des prêts que l'on fait à des startups qui sont déjà assez matures et qui sont proches de la rentabilité. Et donc, ça permet à des startups d'aller atteindre la rentabilité avec un financement non dilutif. Donc ça, c'est le venture loan, on va dire, classique. Et dans ce fonds venture loan 2, donc on avait fait un fonds 1, le fonds 2, on vient de le lancer. Sur ce fonds 2, on va avoir un quart des investissements qui vont être des venture loans à impact. Donc, les venture loans à impact sont les mêmes que les venture loans classiques, avec deux différences. La première, c'est qu'ils ne sont disponibles uniquement pour des entreprises à impact, donc c'est-à-dire qui ont dans leur activité un impact positif. Et on va définir des critères extra-financiers liés à leur impact. Et s'ils atteignent ces critères extra-financiers liés à leur impact durant la vie du crédit, ils vont pouvoir bénéficier d'une remise sur le taux d'intérêt. Est-ce que ça veut dire que les critères financiers sont toujours là, ou il y a quand même une recherche de rentabilité pour que même la solution qui est proposée par cette start-up, elle se diffuse le plus largement possible. Il y a aussi ce principe d'efficacité. Mais ce ne sont plus les seuls critères, on peut dire ça ? Exactement. Donc on va avoir un critère de présélection qui va être que l'entreprise doit être une entreprise à impact. Mais évidemment, on a toute l'analyse financière qui ne va pas différer que ce soit une entreprise d'impact ou une entreprise classique. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, justement, d'avoir un modèle viable et rentable et scalable, excusez-moi pour le terme anglo-saxon, et justement qui permettent le passage à l'échelle et d'avoir un impact encore plus fort. Pour qualifier les classes d'actifs, les établissements financiers s'appuient de plus en plus, c'est obligé d'abord, sur la taxonomie européenne. Alors c'est intéressant, il y a les secteurs sont classés en fonction de leur impact sur l'environnement. Il y a deux articles qui sont importants dont on commence à parler de plus en plus, les 8 et 9, l'article 9 étant le plus contraignant. Pour vous, c'est une contrainte, c'est un outil qui maintenant permet à tout le monde de s'évaluer, de se jauger selon les mêmes critères. Comment vous le percevez, ça ? C'est très positivement, avec évidemment, il y a toujours quelques inconvénients. Ce qui est assez positif, c'est qu'on va maintenant parler d'un langage commun. Puisque quand on dit on est article 8, ça veut dire on prend en compte les critères ESG dans notre décision d'investissement de manière significative. Et quand on est article 9, ça veut dire qu'on a vraiment l'intention d'avoir des objectifs de durabilité forts dans la sélection des titres. Et c'est ce qui est le plus contraignant. Avec la prise en compte aussi des principaux effets négatifs. Et donc ça, c'est ce qui est très positif, c'est que tout le monde puisse dire moi je suis article 9, moi je suis article 8. Avec les mêmes critères. Avec les mêmes critères. Alors, là où c'est un inconvénient un petit peu, c'est que ces mêmes critères restent encore un petit peu flous. On l'a vu entre l'Europe, la France, l'AMF qui a fait une proposition qui n'est pas forcément la même position que l'Europe, qui n'est pas la même position qu'au Luxembourg. Donc il y a encore des choses à affiner dans la mise en place opérationnelle. Sur la taxonomie, là aussi, il y a des sujets puisqu'elle n'est pas encore totalement déployée et elle n'est que sur quelques parties environnementales et la partie sociale arrivera aussi. Donc assez positif, mais il reste encore des choses à améliorer. Quand vous dites une offre article 9 pour chaque classe d'actifs, ça veut dire quoi concrètement ? Ce que ça veut dire, c'est que pour tous nos clients, donc nous on travaille sur les classes d'actifs des marchés cotés internationaux, le private equity, la dette privée, donc via le venture loan, l'immobilier. Et donc l'idée, c'est de dire à nos clients, quel que soit que vous nous le demandiez ou non, en fait, on va vous proposer de base ce qu'on appelle l'article 8, c'est-à-dire la prise en compte des critères ESG. Mais pour tous nos clients qui disent « je veux investir à vos côtés », on va leur proposer pour chacune de ces classes d'actifs un produit qui est article 9. Le Crédit Mutuel et la Maïf, ça ne vous a évidemment pas échappé, ont annoncé début janvier qu'elles consacreraient 15% pour l'une, 10% pour l'autre de leur bénéfice net à un dividende sociétal ou écologique. Le patron du Crédit Mutuel, Nicolas Terry, il espère que les 198 autres grandes entreprises, plus grandes entreprises françaises fassent la même chose. Ça permettrait de financer la transition. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel et est-ce que c'est l'amorce d'un mouvement pour vous ? Oui, on sent qu'il y a une prise en compte de plus en plus forte de la nécessité de financer la transition. Passer par un dividende social ou un dividende environnemental est une idée. On l'a bien vu, les enjeux sont colossaux. Sur les objectifs de développement durable, les besoins de financement sont là aussi colossaux. Donc toute initiative qui permet de flécher l'épargne ou les dépôts vers le financement de la transition est positive. Et évidemment,
Nous, on a un acteur à taille humaine, on va dire, donc on va essayer de faire en sorte de pousser des choses, mais il faut aussi que les plus grandes entreprises aient des initiatives fortes. Celle-là peut en faire partie. Je voulais terminer, comme promis, sur ce podcast en quête d'impact. C'est quoi l'idée? C'est de faire de la pédagogie? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cet exercice? Alors sur l'investissement à impact, c'est un sujet sur lequel, comme je l'ai dit, je travaillais depuis 2014-2015 avec une définition d'impact qui s'est d'ailleurs bien affinée entre il y a 8-10 ans et aujourd'hui. Et donc mon idée, c'était de dire, justement, il y a plein d'acteurs, il y a plein de façons de voir la finance d'impact. Et donc l'idée, c'était d'aller voir ces acteurs les plus intéressants et de pouvoir partager au plus grand monde. C'est un cheminement que j'ai fait moi-même en allant voir ces différentes personnes. Et je me suis dit, si je le fais moi-même, il y a sûrement d'autres personnes qui seraient intéressées d'écouter ce que ces gens-là ont à dire. Merci beaucoup, Marc Wormser, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, comment démultiplier, équiper nos villes en panneaux photovoltaïques. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Chloé Claire, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Neymer. Et puis avec nous en visioconférence en duplex, Jérôme Moutarde, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Dualsun. Je commence avec vous, Chloé. Présentez-nous tout simplement Neymer. Bonjour, donc Neymer, c'est une green tech qui produit des données, des informations sur les bâtiments afin d'en révéler leur potentiel écologique. Alors leur potentiel écologique, c'est quoi? C'est pouvoir faire de la rénovation énergétique, pouvoir installer des renouvelables pour ces bâtiments ou encore travailler sur leur vulnérabilité et sur les solutions de résilience autour de ces bâtiments. Donc il y a le constat, en quelque sorte, j'allais dire l'audit. Et puis ensuite, il y a des axes de transformation. Voilà, ça va jusque-là, la proposition. Oui, c'est vraiment ça. Notre proposition, c'est pour tout bâtiment, nous sommes capables à tout moment de faire le diagnostic, les solutions possibles et surtout les recommandations, et ce avec un regard à la fois économique et à la fois d'impact, impact carbone, impact sur l'eau, etc. Donc là, on va beaucoup parler de solaire, évidemment, mais il n'y a pas que le solaire dans les solutions que vous proposez. Non, tout à fait. Nous avons un panel de solutions. Et Dualsun, Jérôme Moutarde, présentez-nous un projet, vous l'avez créé en 2010, si je ne me trompe, avec Laetitia Brottier, un panneau solaire hybride. Expliquez-nous, c'est quoi? Oui, merci. Moi, je suis effectivement Jérôme Moutarde et nous avons fondé, en sortant de l'école centrale Paris en 2010, Dualsun, qui est un fabricant de panneaux solaires, et de panneaux solaires qui sont un peu spéciaux puisqu'ils produisent par leur face avant de l'électricité photovoltaïque. Et on a ajouté en face arrière de ces panneaux des canaux à l'intérieur de laquelle on a de l'eau qui circule. Et cette eau va être chauffée par le soleil. En même temps que le soleil touche la face avant pour faire de l'électricité, elle va aussi chauffer l'eau qui passe en face arrière. Et de cette façon, le panneau hybride Spring, donc qu'on voit ici, produit à la fois de l'électricité par la face avant et de l'eau chaude par la face arrière, ce qui permet de générer 2 fois plus d'énergie qu'un simple panneau photovoltaïque. Alors, on va faire un peu le constat de l'état de développement du solaire dans nos villes. Je reste avec vous, Jérôme Moutarde. C'est encore un potentiel inexploité en France, sur nos toitures en général, on peut vraiment dire ça? Alors effectivement, la France est relativement en retard par rapport à ses confrères européens sur le nombre de toitures, de maisons équipées en panneaux solaires. On a vraiment, on va dire, une voie de progression qui est très importante. Pour autant, il y a une dynamique qui s'est enclenchée il y a à peu près 3 ans qui est très impressionnante, avec le marché qui fait plus que doubler chaque année. Et du coup, énormément de panneaux solaires qui sont installés chaque année aujourd'hui en France. Comment le retard, je disais ça chez nos confrères des Échos hier, il y a un boom mondial sur le solaire et la France était en retard, vous nous le dites, en train de le rattraper, mais comment vous expliquez ce retard? C'est tout un contexte géopolitique en France. Je pense qu'on a beaucoup favorisé l'énergie nucléaire, d'une part. D'autre part, il y a eu une sorte de faux départ dans l'énergie solaire qui a eu lieu dans les années 2010, malheureusement, puisque le solaire avait été très bien lancé entre 2005 et 2010, un peu trop bien lancé. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le moratoire qui est resté dans les esprits, où globalement, le gouvernement a décidé de stopper assez brutalement les aides à l'énergie solaire. Ce qui était un mal pour un bien, puisque effectivement pendant 4 ou 5 ans, le marché s'est
fortement ralenti. Je pense que c'est là qu'on a pris du retard, mais a permis aussi d'apurer un peu les entreprises. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient peut-être pas très honnêtes dans les années 2005 à 2010. Ouais. Les entreprises qui subsistent aujourd'hui sont bien structurées, proposent des installations qui sont de qualité en général et ont un bon savoir-faire technique. Donc ça a permis de relancer correctement le marché et depuis 3 ans, il y a vraiment une très très forte accélération qu'on est en train de vivre sur ce marché. Oui, et qui concerne évidemment également Neymer. Chloé Clerc, vous adressez aux collectivités, aux propriétaires de bâtiments. La loi, il y a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui a été votée. Vous sentez que ça fonctionne, que c'est déjà en train de fonctionner d'une certaine façon ? Oui, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà, je dirais que cette loi a été d'abord, il y a eu d'autres lois et en particulier tout ce qui est les plans climat que les collectivités doivent développer. Oui. Et elles ont une double réglementation. À la fois, elles doivent décarboner leur propre parc de bâtiments, oui. Puisqu'il y a évidemment beaucoup de bâtiments publics. Et là, elles sont comme tous les propriétaires de bâtiments tertiaires, donc soumis au décret tertiaire à une baisse de moins 40% de l'énergie utilisée dans ces bâtiments. Et puis, elles doivent faire la déclinaison de leur plan climat, c'est-à-dire des enjeux européens sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments de moins 55% à 2030. Donc c'est hyper ambitieux. C'est cool. Et donc, chacune doit trouver comment le faire avec ses propres moyens. Et évidemment, le solaire est l'une des cartes à jouer, mais pas sur leurs propres bâtiments, sur l'ensemble des citoyens, que ce soit les maisons individuelles ou les entreprises, et c'est là qu'interviennent en fait les outils tels que celui que nous proposons de cadastre solaire qui permet pour tout citoyen avec son adresse de repérer un bâtiment et de voir tout de suite dans quelle mesure ils peuvent installer des panneaux solaires ou des dual sun sur leur toiture. On peut prendre l'exemple de La Rochelle qui a été, je crois, votre première ville ou première collectivité cliente. Qu'est-ce qui se déploie là-bas ? En fait, sur leur site web, vous aurez accès d'ici 1 ou 2 semaines, donc c'est vraiment à venir là tout de suite, justement à ce cadastre solaire. Vous tapez n'importe quelle adresse à La Rochelle, vous pourrez voir le nombre de panneaux solaires que vous pouvez installer, mais vous pourrez aussi voir votre retour sur investissement, suivant vos objectifs, parce que vous pouvez soit maximiser votre retour sur investissement en fonction des aides, de votre autoconsommation, soit maximiser votre impact sur le bilan carbone en installant plus de panneaux solaires, mais en ayant un ROI un petit peu plus long. Quel frein vous voyez encore aujourd'hui au développement du solaire dans nos villes ? L'un des premiers freins, c'est que les villes françaises sont des villes anciennes, régies souvent par des protections du bâtiment historique, par l'architecte, et les choix d'autorisation d'installation de panneaux solaires sont en fonction de l'architecte des bâtiments historiques. Et certains sont plus ouverts que d'autres. On le voit vraiment dans les collectivités avec qui on travaille. Et ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein, bien évidemment, c'est de connaître les solutions, d'avoir toujours un petit peu peur de se faire avoir sur ce qu'on va faire. Donc nous, notre outil, c'est pour rassurer les gens, voir tout de suite ce qu'ils peuvent faire, leur donner aussi des informations sur leur typologie de toiture, qu'est-ce qui est possible de faire, pour qu'ensuite ils puissent se tourner vers un entrepreneur, un installateur, mais en ayant déjà beaucoup d'informations, en étant rassurés sur le prix et sur leur retour sur investissement. Jérôme Mouterde, je reviens vers vous. Vos panneaux solaires, ils sont fabriqués en France, construits à Jujurieux dans l'Ain. Vous venez d'y investir, je crois, près de 900 000 €. Avec quel objectif ? Effectivement, ces panneaux 2 en 1 dont je parle en introduction sont produits dans une usine dans laquelle nous avons beaucoup investi. Nos panneaux hybrides, on les installe en France à travers un réseau de partenaires installateurs qui, eux, sont capables d'aller faire le chiffrage dans chaque maison, puisque chaque maison est assez spécifique et il faut aller accompagner le bon dimensionnement, le bon devis. Donc on a ce réseau de partenaires installateurs qui est bien en place en France et qui nous permet de faire tourner notre usine. On a aussi un réseau d'installateurs qui est en train de se développer très fortement à l'export, avec des pays tels que la Scandinavie, ou des zones telles que la Scandinavie, Suède, Norvège, où il y a un fort marché pour dual sun, et nous sommes maintenant présents depuis 3 ans. La Suisse, l'Allemagne, qui sont aussi des pays où nous développons notre réseau d'installateurs. Donc cette usine que nous avons développée à Jujurieux permet aussi d'alimenter ces marchés. Et nous sommes assez fiers de voir ces panneaux hybrides que nous avons développés depuis 12 ans, qui sont maintenant commercialisés en France et à l'export.
Ouais. On ne peut pas citer tous les labels, toutes les récompenses reçues par Dualsun depuis quelques années, mais puisque vous parlez du marché international, le fait d'avoir été sélectionné parmi les 1000 solutions de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, ça a joué. Vous avez vraiment senti l'avant-après, en quelque sorte? Alors, comme vous le dites, Dualsun est quand même plutôt plébiscité parce qu'on est une technologie qui permet vraiment de réduire l'impact carbone de chaque bâtiment. Et notamment, on a été avec bonheur sélectionné dans ces solutions par Bertrand Piccard. Je pense que ça a participé à notre développement à l'export, effectivement, puisque ça donne une certaine visibilité dans certains pays. C'est assez compliqué, par contre, de savoir d'où vient cette demande. Est-ce que c'est spécifiquement cette distinction ou une autre? Et puis, je voulais aussi citer le label bas carbone de Certisolis. Comment vous avez fait baisser l'impact carbone de vos produits? Racontez-nous. Oui, on a aussi toute une gamme de panneaux simples photovoltaïques à la gamme de Dualsun et nous sommes très attentifs au poids carbone du laminé photovoltaïque, des cellules photovoltaïques de nos panneaux. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Alors ça génère un surcoût sur chacun des panneaux qu'on produit puisqu'on fait attention à l'origine du silicium qui est utilisé dans les cellules photovoltaïques de nos panneaux. Donc on est plus sélectif sur ce silicium et ce silicium coûte un peu plus cher. Mais c'est une trajectoire, disons RSE, que nous avons décidé avec nos actionnaires et qui est très cohérente avec notre approche globale chez Dualsun. Donc ça fait maintenant quelques années que nous faisons l'effort de réduire chaque année, on va dire, le poids carbone de chacun de nos produits à la gamme. Chloé Claire, la Banque des Territoires vient d'entrer au capital de Nemer. Qu'est-ce que ça change pour vous? Bien pour nous, c'est la reconnaissance qu'un investisseur qui a un intérêt pour les territoires reconnaît nos solutions et va pouvoir nous permettre d'accélérer justement la distribution de nos solutions auprès de toutes les collectivités et en particulier celle de cette solution solaire à un moment où les collectivités en ont particulièrement besoin. Ouais. Après La Rochelle, il y en a d'autres qui sont déjà qui arrivent là, qui tapent à la porte. Oui, tout à fait. Il y a le département de l'Allier, il y a d'autres collectivités aujourd'hui avec qui nous sommes engagés et on voit bien que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Et puis là, on parle beaucoup de solaire, mais il y a d'autres renouvelables. On va bientôt parler de géothermie, il y a aussi des plans. Enfin, il y a un grand plan français sur la géothermie, un grand plan sur tout ce qui est réseau de chaleur. Donc, il faut bien voir que le renouvelable, c'est possible. C'est souvent un mix de solutions et que ce qui est vrai, c'est que par contre, pour le particulier, ceux qui nous regardent aujourd'hui, le solaire, c'est vraiment une super solution. Oui, alors effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, donc vous pouvez proposer, on l'a dit en début d'interview, finalement un plan de transformation, d'une certaine façon. Ça veut dire que vous avez des partenaires qui peuvent être Dualsun ou d'autres entreprises, par exemple. Jusqu'où vous allez dans la recommandation auprès des collectivités territoriales? Aujourd'hui, on fait la recommandation qu'ils nous demandent, c'est-à-dire on va les orienter vers, en général, un bouquet d'installateurs dont ils se portent garant. Et donc, en général, c'est leur réseau local, qui peuvent être des installateurs de Dualsun, par exemple, ou d'autres. Donc, en fait, nous, on va orienter à la fois les utilisateurs vers les aides auxquels ils ont droit, comment les remplir, à quel moment, et vers les bons artisans, eux-mêmes recommandés par leur collectivité. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas tout de suite, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Anne-Leila Mesterzheim qui est avec nous en visioconférence en duplex. Bonjour, vous êtes docteur en biologie marine et présidente de Plastic at Sea. Alors vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Question traditionnelle de cette rubrique. Alors je l'ai créé en 2018 avec un cofondateur qui est Jean-François Guillonne qui était chercheur au CNRS. Et avec une seule idée, c'était de créer une passerelle entre le milieu économique, entre le monde législatif et le public de manière générale, pour essayer de réduire au maximum la pollution plastique de nos océans. Donc on essaye réellement de transférer des compétences techniques, de faire des tests et de trouver des solutions qui permettra demain de réduire cette pollution plastique tout en permettant en fait de lutter contre le gaspillage et de respecter nos normes d'hygiène actuelles. Alors vous êtes dans la région de Perpignan. Quel type de test vous réalisez? Expliquez-nous comment ça marche.
Alors en fait, pour être très exact, on est à Banyuls-sur-Mer, à l'Observatoire océanologique de Banyuls, avec les pieds réellement dans la mer. Donc on a accès à la mer et on est capable aujourd'hui de placer des plastiques avec une eau de mer en continu qui va venir dessus et on va suivre en fait comment les micro-organismes de la mer sont capables de dégrader la matière parce que pour certaines matières, c'est possible. Donc l'idée, c'est de tester des plastiques de nouvelle génération, des plastiques d'origine aujourd'hui végétale ou animale, mais également des plastiques recyclés, tous les plastiques possibles auxquels on a accès aujourd'hui, cette diversité, pour essayer de finalement trouver la meilleure alternative pour un usage donné. Donc on va tester sa biodégradabilité, mais aussi son impact en termes sur la biodiversité marine et aquatique. Donc on va regarder par exemple si certains produits sont à l'origine d'une toxicité sur des bactéries, sur du phytoplancton, des mollusques et jusqu'aux poissons, et qui sont directement en fait les maillons de notre chaîne alimentaire, donc avec l'idée vraiment à terme d'aller jusqu'à l'humain. Donc c'est presque vous pouvez faire une sorte de classement des plastiques, c'est ça, en fonction de leur biodégradabilité et aussi de leur toxicité, c'est ça ? En fait, c'est un que choisir des plastiques. C'est vraiment ça l'idée. Oui. C'est d'essayer d'identifier la meilleure alternative, la meilleure solution en fait possible, en testant tout ce qui est aujourd'hui possible sur le marché, mais également en testant certaines matières qui sont aujourd'hui dans des laboratoires et qui pourraient être des solutions de demain. Et alors, c'est de la recherche, c'est déjà un business, pour bien comprendre. Alors pour bien comprendre, c'est déjà un business puisque nous sommes capables de tester des matières aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont avec une production suffisante permettant leur utilisation et qui sont par exemple des matières biosourcées, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale actuelle. Également des plastiques qui sont pétrochimiques mais qui présentent une forme de biodégradabilité possible. Et on va tester en fait ces matières, on va comparer en fait leur taux de biodégradation en milieu marin puisqu'ils voient vraiment la mer, nos plastiques. Et on va regarder également si pendant le processus de biodégradation, est-ce que ces plastiques biodégradés, est-ce qu'ils peuvent être à l'origine d'une forme de toxicité. Donc ils vont être classés selon 2 critères, leur biodégradabilité, leur taux de biodégradation, et également leur niveau de toxicité sur différentes espèces de notre chaîne alimentaire. Et alors, qui sont vos clients ? Alors, aujourd'hui, j'ai différents types de clients. Des clients qui sont plutôt liés aux produits cosmétiques. Je travaille aussi avec des industriels avec une reconnaissance internationale. Donc, je peux citer par exemple Big Briquet, par exemple, avec qui nous travaillons et avec lequel nous avons fait énormément de travaux sur les briquets eux-mêmes. Et nous travaillons également avec l'Agence de l'eau ou avec l'ADEME, avec lequel on va réaliser par exemple des suivis de pollution plastique dans des rivières et jusqu'à la mer. Et c'est ce que nous faisons par exemple avec la Compagnie nationale du Rhône, et on travaille sur le Rhône depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée. Et ça leur permet, on va terminer là-dessus, de quoi ? De labelliser certains types de plastiques ou alors d'en changer ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de leur donner des faits, des données scientifiques qui leur permettent d'avoir et de réaliser un choix éclairé. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'ensemble de l'information concernant leurs propres produits. C'est une façon pour eux d'obtenir leur science concernant leur objet directement. Parce que, en fait, aujourd'hui, on sait que dans le milieu de la recherche, on a différentes études qui sont faites, mais qui nécessitent du temps. Et ça ne correspond pas exactement, au final, aux produits de l'industriel. Donc, l'idée, c'est de leur donner vraiment des données factuelles qui leur permettent d'avoir des choix basés, en fait, sur ces données factuelles et de faire des choix, du coup, économiques dans leur process de fabrication, par exemple. Merci beaucoup, Anne-Leila Mesterzheim, et bon vent à Plastic at Sea. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!